se connaît pas. Première fois qu'on se rencontre. Hein. Puis une belle alchimie qui va naître. Et on va aller dans la voûte. Dans la voûte.tv, ouais. Qu'est-ce que c'est la voûte.tv? C'est une plateforme de diffusion d'archives audiovisuelles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune solution pour diffuser nos vidéos et nos audios qu'on avait dans nos archives et on voulait pouvoir les diffuser et les mettre en valeur. Donc, on a créé notre plateforme, mais avec plusieurs partenaires à travers tout le Québec pour qu'on se mette en commun et qu'on mette ça en ligne. C'est ça. 32 partenaires aujourd'hui. Oui, maintenant 32. On n'a pas commencé à 32, mais maintenant on est 32, ouais. On n'est plus seulement au Québec non plus. Exactement, ouais. On s'est rendu pan-canadien. Oui. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, on se développe de mois en mois, plusieurs partenaires, plusieurs projets qui naissent, dont celui-ci. Oui. Notre balado vidéo slash émission de télé. Le projet a commencé, on voulait faire une balado, puis ça a évolué. Dans le fond, on se parlait. Hein, bientôt au cinéma aux États-Unis. On voulait pouvoir narrer un peu les archives, contextualiser, puis jaser, puis sans prétention et non plus sans avoir la vérité infuse parce que... Non, je pense que c'est vraiment passer un bon moment ensemble avec nos auditeurs, puis tous les deux aussi, parler, puis discuter, regarder ensemble nos vidéos, parce que c'est sûr qu'on a des vidéos qui sont très contextualisées, on en a d'autres qui le sont moins. On a des groupes d'archives qui se ressemblent, qui vont dans le même thème. Ouais. Donc, on a trouvé ça intéressant justement de les regrouper, puis de se retrouver ici dans un cadre plutôt sympa. C'était assez joli. Oui. Puis on avance à regarder les vidéos ensemble, puis tu vas nous en apprendre. Alors c'est sûr que... Moi aussi, c'est vrai que j'ai quelques connaissances. Mais non, le cerveau du groupe, c'est toi. Moi, je suis là pour apprendre, pour t'écouter, puis pour donner quelques anecdotes sur des choses que je vais voir. Puis merci à Télé du Haut-du-Lac aussi de nous recevoir. Oui. C'est quand même cool. Ben oui, c'est vraiment cool. Sans eux, on n'aurait peut-être pas fait ça. Non, non. Dis-moi, veux-tu me dire c'est quoi ton rôle à la voûte.tv? Mon rôle à la voûte.tv, bout en train, cascadeur, non, responsable. Qu'est-ce que je fais ici? Responsable du développement stratégique pour la voûte.tv depuis 2021-22. Puis vraiment fier de ça. Et toi? Moi, je suis archiviste de base à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, pour nommer le nom complet. Et c'est moi qui coordonne la voûte.tv, c'est-à-dire les ajouts, la numérisation, la description, les relations avec les partenaires, les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Donc, c'est grâce à toi qu'on a des fabuleux TikTok, Instagram, Facebook et... quand j'ai le temps. Quand tu as le temps. Puis, bien sûr aussi, il faut dire à toutes les personnes qui vont nous regarder que s'ils ont des archives dans leur grenier, leur sous-sol, chez un ami, une tante, une grand-mère... Appelez-nous. Aujourd'hui, le titre de l'épisode, c'est « Tire-toi une bûche ». Ouais. Parce que je voulais qu'on parle de foresterie, étant donné qu'on a beaucoup d'archives. Ta passion. Oui, ma passion. Et aussi la passion de plusieurs, je suppose, parce qu'on a vraiment beaucoup d'archives à ce sujet-là qui viennent d'ici, de la MRC Maria Chapdelaine ou aussi de la Côte-Nord ou des Laurentides. C'est tellement mon sujet préféré qu'on fait 2 épisodes à ce sujet-là. Donc, le premier, aujourd'hui, on va traiter plus de ce qui se passait dans le bois. Puis comment ça fonctionnait. Puis le prochain épisode, l'épisode 2, ça va être plus comment on sortait le bois de la forêt, puis les usines, puis qu'est-ce qui se passait avec le bois. J'ai quelques anecdotes là-dessus que j'ai réussi à trouver et ça va être intéressant de voir la vie dure des hommes et des femmes des années 40, 60. Je crois qu'on couvre 30, 40, 50, 60 aujourd'hui. Plus, je te dirais, les vidéos qu'on a, là, c'est plus 40, 60, 70. OK. Dans ce temps, je suppose que les années avant, ils ne prenaient pas la peine d'amener des caméras pour aller bûcher, fait qu'on a moins de vidéos. Non. Mais on a vraiment des belles images, puis surtout, qui viennent de nos archives à nous, de la Société d'histoire, mais de la Côte-Nord aussi, des Laurentides aussi, puis tu sais, on voit, c'est les régions forestières, là, mais j'ai hâte qu'on voit celle de la Côte-Nord, honnêtement. Vu que ça s'est développé un peu plus tard, il y avait des plus grosses caméras de meilleure qualité, les images sont vraiment cool. Puis moi, j'ai eu l'occasion justement d'aller voir les vestiges de la drap. La dalle. Ouais, c'est ça que je cherchais exactement. C'est ça, ça va être l'épisode 2. L'épisode 2. On se retrouve à l'épisode 2. En faisant mes recherches, j'ai trouvé l'allocution de M. Léo Gagné, qui était le directeur de Domtar. Puis, il a fait une allocution pour la fermeture du flottage de bois sur la rivière Aura en 74. Puis, tu sais, je trouvais que ça l'amenait vraiment comme un peu tout ce qu'on va voir dans nos vidéos. Fait que là, je vais en lire un petit bout, là, quand même, en espérant que ça se voit pas trop ennuyeux. Alors...
Nous pouvons diviser en 3 étapes les différentes phases de nos opérations forestières depuis 1926. De 1926 à 1940, plusieurs faits caractéristiques cette première étape par l'emploi exclusif de la ciotte, la coupe du bois en bio de 12 pieds et le charmoyage par cheval. La coupe se fait alors en bordure des principaux cours d'eau, où il y a possibilité de flotter des billes de 12 pieds. La distance de charmoyage est limitée aux capacités du cheval. La période 1940 à 59 peut être considérée comme une transition. Durant cet intervalle, une période révolutionnaire se produisit dans les procédés de coupe. La longueur du bois étant réduite à 4 pieds, le flottage devint possible sur les petits cours d'eau. Par le fait même, une grande partie du territoire fut accessible à l'exploitation. Vers le milieu de cette période, le camion fit son apparition et remplaça l'ancienne méthode. En 1950, les premières scies mécaniques sortirent sur le marché. Dans l'espace de quelques années, elles éliminèrent la traditionnelle ciotte. Enfin, depuis 1959, on peut considérer cette troisième étape comme celle de la mécanisation. C'est ça, c'est ce qui s'est passé ici. C'est d'ailleurs un document qui vient de notre fonds P01, le fonds Domtar. Okay. Puis, ça s'est passé ici, mais ça s'est passé un peu de cette manière-là, un peu partout. C'est juste peut-être que les années différaient un petit peu. Sûr, ouais. Mais tu sais, je trouve vraiment que ça illustre ce qu'on va voir après. Puis, honnêtement, moi, les années avec les longueurs de bio, pour moi, c'est une information vraiment cool. Parce que une des raisons qui fait que je suis fascinée par ce sujet-là, c'est qu'il y a eu de la drave sur mon lac au chalet. Ouais. Il y a eu beaucoup, on trouve des vestiges de camp et tout. Fait que là, moi, je vois les bios puis je suis comme, oh, c'est un bio de 4 pieds, ça veut dire ça. Donc, notre première archive, c'est Narcisse Lamontagne qui visite les chantiers du lac Jourdain. C'est une archive qui vient du P311, le fonds Denis Lamontagne, qu'on a à la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine. C'est une vidéo qui a été tournée en 1947. Fait que c'était pas vraiment un bûcheron en tant que tel. Il visitait comme les gens qui connaissaient sur les chantiers. Sais-tu ce qu'ils font, là? Ouais, je me pose... Moi, je trouve ça vraiment cool. Ils glaçaient les chemins pour que ce soit glissant pour les traîneaux. J'ai lu ça, ouais, que pour les traîneaux en bois, en fait, ils étaient obligés de glacer les chemins. OK, je savais pas que c'était... Donc, ils transportaient l'eau au complet. Oui, il y avait comme des genres de barils là, sur leurs traîneaux, puis ils se promenaient dans le chemin en mettant de la glace. Et maintenant, on essaye de déglacer pour pas faire d'accident. Puis dans ce temps-là, ils glaçaient, ils faisaient le contraire. Ils doublaient la production en glaçant les chemins. J'ai lu ça justement hier là-dessus, ouais. Ben, surtout quand c'était tiré par des chevaux, c'était lourd, des chargements, on s'entend. Là. Des fois, il fallait qu'il y ait des chevaux dans... Quand ils descendaient des pentes, ben là, il fallait qu'ils retiennent pour pas que le traîneau aille plus vite que ce que le cheval était capable de faire. Puis des fois, il l'aidait aussi à monter. Là. Justement, je regardais sur les chevaux. Alors là, le cheval qu'on voit à l'écran, c'en est pas un. Mais il y avait un business énorme de cheval qui venait, par exemple, des Pyrénées, d'Europe ou des Andes. Parce que justement, en fait, c'est des chevaux qui ont des pas très sûrs. Et le cheval était le moyen de gagner sa vie. Donc, il fallait que ça soit des chevaux quasiment de compétition qui ne craignent pas l'hiver et qui aient justement un pas très sûr. Et c'était une économie phénoménale. Oui. Mais tu sais, dans le fond, les gens, les bûcherons, ils déménageaient au complet dans le bois pour tout l'hiver. Fait qu'il y avait des charretiers, il y avait les écuries pour les chevaux. Ils prenaient soin de leurs chevaux. C'est sûr que c'était vraiment un travail difficile. Là. J'ai lu des choses comme pas très plaisantes sur la vie des chevaux à cette époque-là. Ouais. Mais quand ils étaient au camp, on prenait vraiment soin parce que c'était leur outil principal, dans le fond. On va se le dire, hein, encore aujourd'hui, un cheval blessé est euthanasié sur place. Tu sais, il y a... Je veux dire, c'est horrible, mais de mémoire, un cheval avec une patte cassée, c'est irréparable. Donc, on les voyait lancer, le bois, ils l'apportaient proche des cours d'eau. Ils les empilaient soit directement sur la glace pour que ça fonde, ou on appelait ça des jetés. Donc, ils reculaient puis ils lançaient ça dans la coulée là, pour se rendre au lac. Puis, rendu au printemps, ils poussaient le bois là, jusqu'à l'eau. Fallait quand même être un aviateur chevronné pour se dire hey, les gars, j'arrive, je viens vous chercher, je repars, machin, vous avez besoin de stock. Mais là, c'est bon, là, un avion, honnêtement, ça devait être très rare, là, parce qu'ils montaient à pied la plupart. Des fois, ils étaient capables d'embarquer dans des camions, mais je sais que la plupart, là, les bagages embarquaient, mais les gens marchaient. Puis là, on les a vus vraiment pas longtemps, hein, mais il y avait des cuisiniers, parce que, bon, je disais, ils déménageaient tout au complet. Il y avait la cuisine, c'était quand même important. Ouais. Dans les premiers camps, le cuisinier, puis les lits, tout était dans le même bâtiment. Puis là, plus les camps étaient grands aussi, là, des fois, on avait comme plusieurs bâtiments qui faisaient qu'il y avait une cuisine, il y avait le camp des hommes où ils couchaient, il y avait le forgeron, l'écurie. Ça faisait quand même comme des mini-villages, là, plusieurs bâtiments. Quand je tombe sur un ancien camp dans le bois,
Là, on parle justement de Narcisse la Montagne au chantier du lac Jourdain. J'ai l'impression qu'on est sur un chantier qui était quand même financé. Je veux dire, là, il y a de l'argent. Je vois les camps, les camions, les avions. Tu sais, moi, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu et ce qu'on a vu aussi sur la voûte, il y a d'autres vidéos, je vous encourage à toutes les découvrir. Ils sont pas tous comme ça. Là. Non, ça, c'était quand même un bon camp, je pense, là. Puis, tu sais, il y avait des camps plus gros. Ça va un peu nous amener au dépôt, justement. Il y avait des camps un peu plus gros qui servaient à alimenter les plus petits camps. Fait que, là, à titre d'exemple, nous, ici, qui est bien connu, c'est le dépôt des Loutres, qui était vraiment un vrai village, là, dans le milieu de la forêt. Là. Le dépôt des Loutres a ouvert vers la fin des années 30. Puis, c'est les grosses années, là, c'était dans les années 50. Puis, il y avait des patinoires pour les enfants. Les enfants, on leur faisait à l'école. Noël était fêté. On a un article de journal, le Dolbeau Journal, qui dit que pendant le temps des fêtes, on se croirait sur le boulevard commercial tellement il y a de lumière puis d'animation dans les rues. Donc là, on emmenait les enfants l'hiver, famille, tout le monde. On voit les enfants. Oui, ben les femmes, souvent, souvent, plus ça avance, là, mais ça dépend. Ils suivaient les hommes pour faire les cuisinières. Puis là, tu vois, noter que là, on est au mois de juin. Là. Ouais. Ah, franchement. Le plus gros bâtiment blanc, lui, il est encore debout. Je l'ai visité. Tu l'as visité? Je l'ai visité. J'ai passé en avant. Mais les gens d'ici, plusieurs l'ont déjà visité parce que ça a été pendant longtemps un relais de motoneige. On pouvait aller manger là. Puis, tu sais, c'est vraiment... Il y a des photos d'époque dedans. Je sais pas si c'est encore là. C'était vraiment cool. Ce genre d'image, moi, je suis... Alors, moi, l'intérieur des habitations de 1947-50, c'est... Puis là, t'es dans le bois, là. T'es à 70 km de la ville, là. C'est pas... L'époque où il n'y avait pas de plastique. Cette archive-là, le dépôt des Loutres, vient du fonds Louise Fortin-Trottier. C'est dans les années 40. Puis elle a grandi là. Son père et sa mère... OK, on peut parler de grandir là. Oui. Ben, surtout l'hiver, quand c'était la grosse époque de la foresterie. Là. Petit gamin qui a chassé son premier lièvre. C'est ça. Mais c'est ça, il y a vraiment des familles qui grandissaient là. Puis il y avait la forge, il y avait un magasin, le magasin de commis. Fait que, tu sais, tous les plus petits camps aux alentours, ben ça passait par les Loutres, tout leur approvisionnement. Le cuisinier allait chercher ces provisions-là. Ça évitait d'avoir à se retourner jusqu'à la ville. C'était moins loin. La vraie question, c'est est-ce qu'il y avait un Walmart? Ah ben là, non. Non, il n'y a pas de Walmart. Franchement. Dommage. Il y en a même... On n'en a pas encore au nord du lac. Et, petite question, là, je vois Saint John Power et Pepper & Co. Oui. C'est des compagnies qui existent encore ou... Non, ben, ils ont changé de nom. Dans le fond, tout ça, c'est l'usine La Papeterie qui a ouvert ici sous ce nom-là en 1927, la Ligue Saint John Power and Paper, qui, avec le temps, a changé de nom plusieurs fois. Dans les commentaires, s'il y en a qui arrivent à nous donner les noms des camions, moi, ça m'intéresse. Tu sais que j'ai trouvé une vieille porte d'un camion comme ça, puis c'était écrit St. Lawrence dessus. T'en as donc ben des choses. Ben oui. Donc, cette archive-là, la vue extérieure du dépôt La Lièvre, elle provient du PE04 Fonds Paul-André Derry, photographe, du Centre d'archives régional de Portneuf. Ça a été tourné en 1953. C'est un dépôt un peu comme le dépôt des Loutres. Fait que tu vois là, ici, comment il y a beaucoup de bâtiments, puis comment il y a beaucoup de neige aussi. Après, il faut le dire aussi, les vidéos qu'on a de cette époque-là, ça vient souvent aussi des compagnies forestières qui étaient quand même assez riches et qui avaient le temps et des moyens humains pour pouvoir filmer. On va avoir quelques vidéos de petits camps forestiers, mais souvent, ça va être des énormes camps. Mon rêve de conduire une gratte. Personne ne m'a laissé faire. Je sais pas pourquoi. Bizarre. Donc, dans cette archive-là, qui est chantier mécanisé papeterie Reed, qui vient du P187, Fonds Isabelle Larouche-Lavoie de la Société historique de la Côte-Nord. Je trouve ça le fun parce qu'on le voit vraiment bûcher son arbre. Puis le monsieur, il a quand même un certain style. J'aime vraiment ça. Oui. Ben, on peut en regarder. Le début de la vidéo est très drôle aussi au moment où il regarde la caméra, où le gars lui dit « Allez, Johnny, coupe! » Puis là, tu vois, ils coupaient une partie avec leur hache, puis ils finissaient au ciotte. Ils avaient donc ben du charisme à cette époque-là, les bonhommes. Hein. Alors, moi, j'ai jamais coupé d'arbre. C'est triste. Hein. Jamais? Jamais. J'ai coupé une fois un arbre, il a failli me tomber sur le coin de la tronche. C'est pour ça que tu l'as plus jamais fait. Il était tout petit. Je serais pas mort. Mais ça m'impressionne quand même pas mal. Alors, déjà à l'âge, oublie ça. Je suis bâti comme un Q-tips. Fait que c'est ça, c'était vraiment un travail physique. Là, ici, ça s'appelait chantier mécanisé. Fait que dans le fond, le but, c'était de montrer qu'il y avait quand même certains procédés qui avaient été mécanisés un petit peu sur ce chantier-là pour faciliter le travail des hommes, surtout qui ont l'air d'être dans des endroits assez montagneux. Fait que il y avait un genre de système à poulies là, pour emporter les arbres.
Ouais, puis là, je lisais ça justement. Le nombre de blessés, de morts, c'était quelque chose, tu sais. Ouais. Il faut en parler aussi. Moi, je lisais justement des nouvelles de femmes qui restaient avec la famille, qui s'occupaient des enfants et puis qui recevaient une lettre en disant Gérard est mort la semaine passée. Puis. Ouais, non, ça c'est. Il s'est pris un arbre, puis garde. On s'entend, la sécurité, c'était pas la même chose à cette époque-là. J'ai pas vu de casque encore. Non, il n'y a pas encore de casque. Il y en a plus tard, par contre. Mais il avait un beau chapeau de cuir. Oui. Là, ça protège pas beaucoup, par contre. Ah, Forestville, là où je suis né. Franchement. Pourquoi vous rigolez? Donc, opération forestière à Forestville, le P187, encore une fois, font Isabelle Larouche-Lavoie de la Société historique de la Côte-Nord en 1960. Cette vidéo-là présente vraiment toutes les étapes des opérations forestières du début jusqu'à la fin. Fait que là, tu vois, les gens, ils allaient se faire engager. Bureau d'engagement, on dirait tellement que c'est quasiment militaire. Là, tu vois, on est plus avancé. Là, on est en 1960, fait qu'ils ne montaient pas à pied, ils montaient en autobus. Ouais, d'ailleurs, si vous avez les références des autobus, des autos que vous voyez, je suis preneur, je veux toute cette information-là. C'est quand même intéressant de voir, tout était déjà asphalté. Je sais qu'on est tard, on est en 1960, puis... mais je veux dire, dans mon imaginaire, Ah oui, bon, on arrive dans les chemins de bois, là, déjà. C'est-tu une entrée de ZEC comme on connaît il y avait des barrières, oui, puis il fallait que les gens ils payent pour rentrer sur le territoire forestier. Puis ils payaient de leur poche, en fait, les bûcherons. Puis il n'y avait pas une grosse paye. Fait que des fois, ils se cachaient dans les coffres d'auto pour passer à la barrière. Mais tu sais, c'était comme... Ça arrivait tellement souvent que les gardiens de barrière, ils savaient, là. Mais j'ai lu des témoignages, puis ils comptaient. Là, on était dans le coffre, puis j'étais comme, mais pourquoi? Ils étaient dans le coffre, il n'y avait pas assez de place dans l'auto. Mais c'était pour se cacher. On était déjà sur des malfaiteurs en puissance. Là, j'ai vu qu'il y avait écrit Timber à l'entrée. Parce que c'est vrai que quand il coupait un arbre, il criait Timber. Ah, ben là, je sais pas. T'as pas cette info-là? Moi, Non. J'aimerais ça. Si quelqu'un a déjà travaillé dans les camps forestiers puis a coupé des arbres, qui nous dit. Sur la vidéo, on voyait les fils électriques parce que quand c'était des grands camps, tu sais, qui amenaient le courant, ils amenaient le téléphone quand même en pleine forêt. Fait que moi, tu sais... il y a un casque. Oh là! Lui est revenu vivant. Il y a les bottes. Tu vois, on est plus avancé. Là. Il commence à avoir un peu plus de sécurité sur les chantiers. Ça devait être une tour à feu. Puis, une tour à feu? Oui, il y avait des gardiens qui surveillaient pour pas qu'il y ait de feu. Il en reste quelques-unes debout, encore aujourd'hui, des tours à feu. Okay, c'est comme sur les bateaux iceberg droit devant, quoi. Oui. OK. Ouais. Intéressant. Puis, je pense, je sais pas, surtout dans nos vidéos qu'on a... Là, on la voit bien, là, c'était petit en haut. Dans nos vidéos de la Côte-Nord, là, ils accentuent beaucoup sur la sécurité contre les incendies parce que c'était un gros risque. Eux autres, c'était leur matière première. Là. C'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, ils vont chercher le bois brûlé, mais je pense pas qu'à l'époque, ils le faisaient. Ouais. Là, scie mécanique. Ouais, là, ils coupent ses arbres. Ils sont gros, les arbres, hein, en plus. Tu sais, imagine quand ils les coupaient à hache. Ouais. C'est plus nos épinettes qu'on a là à moitié. Mais c'est un peu la même technique, hein, tu vois. Ils font comme un... pour que l'arbre tombe dans le sens qu'il veut. Ah, tu parles à un professionnel? Oui, oui. J'ai jamais bûché d'arbre non plus. Ils devaient être tellement heureux, les gars, quand on leur a dû leur dire « Bon, écoute Simon, maintenant, c'est ça que tu vas utiliser pour couper ton arbre. » Là, tu vois, ils prenaient sa scie pour mesurer. Il avait l'air à faire des billes de 4 pieds. OK, ouais. Puis, tu sais, ça revient un peu, je pense, d'après moi, c'était le même principe sur la Côte-Nord. Probablement que quand ils faisaient la drave sur les plus petits ruisseaux, ils pouvaient faire des billes de 4 pieds. Là, on tombe dans des films sonores. C'est vraiment cool. Ça décrit un peu qu'est-ce qui se passait puis qu'est-ce qu'on voit. Fait qu'on va moins avoir besoin d'expliquer parce qu'ils le faisaient à l'époque. J'aime vraiment ça, la voix. Les narrateurs de ces vidéos-là, comme ça fait un look un peu vintage. Là. Ouais, les micros aussi jouaient beaucoup, attention. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Une barque en bois avec un camion dessus. De plus en plus vers le nord. C'était utilisé beaucoup quand même. J'ai lu des témoignages. Il y en avait aussi ici, là, des rivières qui traversaient comme ça. Où ils montaient, au lieu de monter à pied, ben, ils montaient jusqu'au camp par les rivières sur des barges. Cette archive-là provient du fonds P026, fonds QNS. C'est vraiment le fonds de la compagnie Québec North Shore Paper de la Société historique de la Côte-Nord. Quelle année? Date inconnue. Date inconnue. Bon. D'ailleurs, la date est inconnue, mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment bons pour identifier les dates des vidéos avec les voitures ou les choses. Fait que quand on n'a pas cette information-là, s'il y a des gens qui peuvent nous la donner, ça serait merveilleux. Alors, ce qui est drôle, c'est que, de ce que j'ai compris, c'était vraiment du bois qui était envoyé jusqu'en Ontario? Non. Non? OK. Donc, je n'ai pas compris.
T'as pas compris. Non, ben ça dépend. J'entendais Peut-être que pas. oui, mais en fait, ça allait dans les papeteries proches, généralement. Là, ils prenaient vraiment la matière première le plus proche possible des usines. Puis à cette époque-là, c'était surtout du papier. C'était l'industrie du papier consommait presque tout le bois qui était bûché. C'était plus important que les scieries. Il y avait des scieries, mais c'était plus des petites scieries dans les villages qui faisaient le bois de construction pour construire les maisons. C'est ce que j'ai lu. C'est l'économie première des 100 premières années de vie du lac Saint-Jean, de la Côte-Nord, de Saguenay. C'était l'industrie forestière liée à la papeterie, quoi. Oui, mais tu sais, dans le fond, les forêts ont été bûchées avant que les villages arrivent. Mhm. Puis plus ça allait, ben là, plus on bûchait vers le nord. Et j'ai lu aussi qu'il y avait quand même... on a été le fournisseur nord-américain de papier quasiment, quoi. C'était à ce point-là. On s'est construit grâce à ça. Et puis, encore aujourd'hui, je pense qu'on a une grosse économie forestière. Oui. On va voir les usines dans le prochain épisode. L'époque où prendre l'avion, c'était un guess. Là, tu vois, ici, là, ils nous présentent vraiment le camp, là, puis... j'ai quasiment l'impression que la vidéo pouvait servir un petit peu à convaincre des gens à venir travailler pour eux. C'est comme on a toutes les commodités dont vous avez besoin. C'était des vidéos promotionnelles, Ouais, attention, ils avaient besoin de ressources. Hein. On vit la même chose aujourd'hui et tu regardes les entreprises, leurs vidéos promotionnelles, oui, c'est pour les clients, mais c'est aussi pour attirer de la main-d'œuvre. Oui. L'entaille n'a pas besoin d'être profonde, ce qui économise du poids. Il se rapproche... J'ai lu des histoires de contremaîtres aussi. A priori, les contremaîtres, certains contremaîtres dans des camps forestiers, c'était des tyrans finis. Ceux que j'ai lus dans nos affaires, il avait l'air d'être gentil. Ils étaient gentils, ok. Oui, ils étaient gentils. J'ai lu Les contremaîtres qu'on appelait jobbers, les gens allaient travailler pour eux. Parce que s'il n'était pas fin, les gens n'allaient pas travailler pour lui, donc il n'y avait pas d'employés, en fait. Ok. Puis, tu sais, ils ne payaient pas toutes la même chose. Fait que c'était aussi plus les gens étaient payés, plus qu'ils allaient. Cette archive-là, Opération forestière QNS, le forestier, du P026, Fonds QNS, Société historique de la Côte-Nord. Là, on présentait vraiment comment tous les métiers qu'il y avait comme dans le bois. Puis ce que j'aime de cet extrait-là, c'est que c'est comme, regardez, on faisait des activités plaisantes le soir. Mhm. Venez travailler pour nous après Ouais, nos c'est 14 heures de chiffres. On était capable de s'amuser pendant 30 minutes avant de tomber mort de fatigue. Le midi ou après la journée du travail, c'est le moment propice pour se rendre au magasin. Ils obtiendront là tout ce dont ils peuvent avoir besoin. C'est le rôle du commis de voir à toute la comptabilité du camp et à payer les employés. Ces tâches importantes nécessitent 2 à 3 commis par camp et ceux-ci doivent avoir un certain degré d'études et avoir subi un excellent entraînement. Bien sûr, les loisirs font partie intégrale de la vie des employés de la forêt. Le programme des loisirs est récent, mais il est appelé à s'étendre. Tu sais-tu s'il y avait beaucoup de femmes dans... Peu. Il y en avait très peu. Il Il y y en en avait avait quelques-unes, soit des... Il y a un vieux projecteur. Il y en avait quelques-unes comme cuisinières, des fois Ok. qui suivaient leur mari, ou peut-être même des fois leur frère. Des fois, il y avait les filles aussi là, qui montaient, mais c'était moins répandu. Il y en avait quelques-unes, mais c'était pas universel dans chaque camp. Là. Ok. Généralement, quand que c'était un camp, ben, il y avait les lits des hommes qui étaient comme tout ensemble dans la même pièce. Puis là, ben, là j'ai lu un témoignage. La femme, elle s'était mis un petit rideau, là, une petite section. Tu as gardé une petite gêne. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup de commodités. C'était pas non plus tellement attrayant, mais ça permettait de doubler le revenu de la famille. Si le mari y allait avec sa femme, ben, ça faisait quand même une différence pour eux. Mais, dans les anecdotes que j'avais sur les camps forestiers, ils pouvaient s'écrire, les femmes restées avec les enfants pouvaient écrire à leur mari. Puis, j'ai pas le nom, je sais qu'elle vient du nord, du haut du lac, donc elle peut venir, mettons, de Dolbeau. Elle avait écrit une lettre en disant... la semaine passée... Pardon? De Dolbeau Mistassini, exactement, je tiens à la vie. Je vais continuer. Elle avait écrit dans sa lettre... la semaine passée, tout allait bien, on s'est fait attaquer par un ours, je l'ai tué, maintenant on a de la viande. Bisous. Je n'avais jamais lu ça, c'est drôle. Ben oui. Mais moi, j'ai vu, là, il se faisait attaquer, mais moi, j'ai vu des photos, des vidéos d'un ours apprivoisé, d'un orignal aussi. Ah ouais? Des fois, il trouvait des bébés orignaux, puis là, il C'est l'attelait. mon rêve. Hein. Ouais, moi aussi. Mais bon.
J'habite en ville. Je pense que mes voisins vont faire la gueule. C'est tout pour cette première partie. C'était très bien, j'ai eu beaucoup de plaisir. Sur la foresterie. Puis j'aimerais en profiter pour plugger un peu les livres. Ça m'a servi beaucoup dans ma préparation. C'est des livres qu'on a publiés à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine. Je les ai lus depuis longtemps. Là. Quand je dis que c'est un sujet qui m'intéresse, je les ai lus, j'étais très jeune, ces livres-là, déjà. Donc, pour approfondir un peu plus le sujet, là, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment des chantiers d'ici. Pour se fournir ça directement à la Société d'histoire? Oui. Par contre, il n'en reste plus beaucoup de celui-là. Fait que si vous le voulez, il faut se dépêcher. OK. Bah, c'est cool. Puis on se retrouve dans pas longtemps pour un épisode 2? Oui, pour la suite des choses. Donc, la foresterie, V2. Genre. Ah, ça va être bien, ça va être bien. Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.